Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République du Congo, après les violences survenues dans la capitale Brazzaville lundi matin, les résidents des quartiers sud se sont déplacés vers des régions plus calmes. Vous entendrez certaines de leurs réactions dans cette édition. Omar Elmi Haré continue sa campagne électorale en vue de la présidentielle du 8 avril à Djibouti. Le candidat de l'USN prône l'alternance dans le pays. Également dans l'actualité, le Maroc accuse le secrétaire général de l'ONU, Ben Ki-moon, de dérapage sur la question du Sahara occidental, des critiques réfutées par les Nations Unies. Mais avant de développer ces titres au Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle a validé ce lundi la victoire du président Denis Sassou Nguesso au scrutin présidentiel du 20 mars. D'après les résultats officiels définitifs, le chef de l'État a été reconduit dès le premier tour avec 60,19% des voix, une réélection contestée par l'opposition. Toujours en République du Congo, la capitale congolaise Brazzaville a été le théâtre d'attaques armées dans la nuit de dimanche à lundi. Le gouvernement attribue ces violences au groupe armé Ninja. De son côté, le pasteur Ntoumi, chef des milices Ninja, nie toute implication. Ces violences ont entraîné le déplacement des populations des quartiers sud malgré l'apaisement survenu lundi soir. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les réactions de résidents des quartiers sud de la capitale congolaise qui se sont réfugiés dans la paroisse de Saint-Esprit de Mungali. Témoignage recueilli par notre correspondant au Congo, Deva Pansou. Je suis étudiant. Je vis précisément à PK, donc dans l'arrondissement 7 Mfilou. Vu les situations, les coups de feu, les échanges de coups de feu qu'il y a eu entre la police et les militants, les assaillants ninja, la condition était défavorable de revivre dans ce quartier. Il fallait qu'on le libère. Tout ce dont on veut, c'est de l'aide. Pas de l'aide financière, mais morale. J'ai entendu les coups de feu. Et puis quand on est arrivé à 11h, par rapport les coups de feu qui s'est intensifié, la raison pour laquelle nous avons pris cette initiative de quitter là-bas et de venir s'abriter ici. Mais les conditions ne sont pas abordables. Hein. Les conditions ne sont pas abordables parce que nous sommes dans pleine saison de pluie. Donc on est très angoissés. Si la pluie tombe, puis ça ne serait pas bien là. Nous on cherche la paix au Congo, la paix au Congo. À 3h du matin, j'ai entendu le coup de feu. Moi, je croyais que c'était seulement... Mais on nous dit, il y a les ninjas qui sont rentrés, les ninjas qui sont rentrés. Des coups de feu, donc jusqu'à 5h. On s'est réveillés, mais ça continue. Aujourd'hui, les enfants devraient partir à l'école. Nous, exemple, moi, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Avant de manger, il faut que j'aille vendre. Je devrais partir vendre, mais j'ai rien. Même maintenant, j'ai rien, même pas 10 000 francs, j'en ai pas. Mais si ça continue comme ça, comment je vais faire avec mes 4 enfants ? Suite de la campagne électorale du candidat Omar Elmi Haré en vue de la présidentielle du 8 avril à Djibouti, le candidat de l'Union pour le salut national s'est rendu dans la région de Balbala pour convaincre son électorat de se rendre massivement aux urnes le 8 avril avec un mot d'ordre, l'alternance dans le pays. Un reportage de notre envoyé spécial à Djibouti, Mokhtar Bari. Candidat à l'élection présidentielle au Djibouti, Omar Elmi Haré s'est rendu à Bouldoro, un quartier de la périphérie de Djibouti, la capitale. Les candidats de l'USN, l'Union pour le salut national, estiment que les habitants de la commune de Balbala vivent dans la pauvreté. Ils proposent d'améliorer leurs conditions de vie s'il est élu au soir du 8 avril 2016. L'injustice, la misère que vous vivez à Bouldoko sont les mêmes réalités
que vivent tous les Djiboutiens. Lors de cette rencontre avec ses militants, le candidat Omar Ilmi Haïré a promis à ses populations de l'électricité mais aussi de l'eau potable. Aussi, il a prêché l'union de tous les Djiboutiens pour aboutir à l'alternance tant attendue. Nous savons qu'après notre départ, les gens viendront vous intimider. Ils vous menaceront de raser votre quartier, mais n'ayez pas peur, car vous êtes ici chez vous et personne ne peut vous déloger. Omar Ilmi Haïré brigue pour la première fois la magistrature suprême dans son pays. Il faut rappeler qu'ils sont 6 candidats qui vont à la conquête des quelques 187 000 électeurs djiboutiens. Et comme toujours, Africa 24 reste mobilisé pour vous faire vivre en direct de Djibouti et du Tchad les processus électoraux à travers des émissions spéciales. Vous pourrez suivre sur notre antenne des émissions consacrées à Djibouti à partir de 17h GMT et celles dédiées au Tchad à partir de 20h GMT. Mésentente entre le Maroc et le secrétaire général de l'ONU, Ben Ki-moon, sur la question du Sahara occidental. Le gouvernement marocain reproche à l'émissaire onusien d'avoir dérapé lors de sa visite en Algérie, destinée à relancer les pourparlers entre Rabat et le Front Polisario. Amira Benjabala Jean-Pierre. Relations tendues entre les Nations Unies et le Maroc, plus précisément avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Il était en visite en Mauritanie et en Algérie pour tenter de relancer le difficile dialogue entre le Maroc et le Front Polisario quant au Sahara occidental. Une visite particulièrement décriée par les autorités marocaines. Elles accusent Ban Ki-moon d'avoir mené une campagne hostile contre le royaume chérifien et de s'être rangé du côté du Front Polisario. C'est un homme qui voyage beaucoup, qui subit beaucoup de pression et probablement la ferveur de sa visite à Tindouf a provoqué, je dirais, plus que préparé le terme malheureux qu'il a utilisé en parlant d'occupation. Ceci étant, il faut aussi souligner que lorsque le secrétaire général des Nations Unies a annoncé sa tournée, il a fait savoir qu'il souhaitait rencontrer les responsables marocains et notamment le roi, et on lui a fait savoir que pour des raisons d'agenda, ça n'était pas possible. Donc il y a également là une maladresse du côté marocain. Cela fait plus de 40 ans que le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, est au cœur d'un conflit entre le Maroc et le Front Polisario. Le Maroc, qui a annexé ce territoire en 1976, en revendique 80%. La République arabe sahraoui démocratique, État proclamé par le Front Polisario et reconnu par l'Union africaine, puisque membre à part entière de l'organisation panafricaine, en contrôle quant à elle 20%. Le Front Polisario milite pour l'autonomie et l'indépendance du Sahara occidental. Revendiqué par plusieurs entités, le conflit portant sur le Sahara occidental a abouti à une lutte armée et a contraint des milliers de personnes à se réfugier en Algérie. Je ne pense pas qu'il y aura d'évolution à court terme. D'abord, en Algérie, la situation est totalement bloquée et par ailleurs, on ne voit pas très bien quel est le projet de l'Algérie sur cette question du Sahara et que finalement, le statu quo arrange beaucoup de monde et je pense qu'on risque de vivre encore avec ce statu quo pendant au moins quelques décades. La MINURSO, l'opération onusienne au Sahara occidental, a prorogé d'1 an son mandat en vue d'organiser un référendum sur l'indépendance ou non du Sahara occidental. Mais les différents protagonistes n'arrivent pas à s'entendre sur la composition des listes électorales. Un sujet commenté par Corinne Kamdem. À la page sport, c'est désormais acté. Le footballeur ivoirien Yaya Touré quittera Manchester City à la fin de la saison après 6 ans passés au sein du club anglais. L'international est arrivé en fin de contrat et n'a pas trouvé d'accord pour une prolongation. Sachez que Yaya Touré sera absent du match PSG-Manchester City ce mercredi 6 avril à cause d'une blessure au genou. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.